Vous écoutez On lit pour vous. Claire Savage a accordé une grande importance à l'aide et à l'écoute. Un texte d'Aline Vancompernolle paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026. Claire Savage avait 33 ans quand elle est devenue tétraplégique. Elle en a aujourd'hui 72. « C'est plus que la moitié de ma vie », déclare-t-elle, comme si elle n'y croyait pas elle-même. Le passage des années ne lui a pas rendu la vie plus facile. Au début, je ne sentais pas la douleur, mais avec les années, je l'ai sentie de plus en plus. J'ai beaucoup de difficultés à vivre avec ça. Et puis, j'ai eu une fibromyalgie, ce qui n'aide pas, raconte Claire. La sexagénaire vient de perdre son mari au mois de février. Un long combat de 2 ans avec la maladie de Parkinson. Claire va pouvoir se reposer désormais. Elle compte aussi reprendre des activités avec Mémo Québec notamment, pour rencontrer de nouvelles personnes, discuter et peut-être aider aussi. Difficile de faire adapter son domicile à l'époque. Claire est devenue tétraplégique à la suite d'une erreur médicale. Elle a été opérée 3 fois pour une hernie. Sa convalescence a été longue et difficile. Elle avait aussi beaucoup de médicaments. À la suite de son renvoi chez elle par l'IRM, Institut de réadaptation de Montréal, rien n'était adapté. Même pas la toilette, s'exclame-t-elle. Elle se souvient que, dans le temps, il fallait 1 an pour faire adapter son domicile. Alors, elle et son mari ont pris la décision de le faire eux-mêmes. Mon mari a payé le bois pour la rampe, mais c'était encore trop abrupt. L'ascenseur qui a été installé était un gros monstre. Un travailleur social est venu chez moi. Il a fallu 3 semaines pour avoir une toilette élevée. Et pour faire les transferts, j'ai tout acheté moi-même. À ce moment-là, je ne savais pas où m'adresser pour avoir de l'aide, explique-t-elle, se souvenant encore des difficultés. Claire a mis tellement de temps à se remettre d'aplomb qu'elle n'a contacté un avocat que 5 ans après son opération ratée. Malheureusement, la loi venait de changer. Il n'était désormais plus possible de porter plainte car le délai venait de passer de 5 ans à 4 ans après les faits. Elle ne pouvait donc plus lancer de poursuite. Claire a bien tenté d'appeler le Collège des médecins pour faire entendre son cas, mais sans résultat. Elle descendait sans problème une chaîne de trottoir. Restait à apprendre à vivre avec sa nouvelle condition. Comme Claire n'avait que la trentaine, l'adaptation n'a pas été si difficile. Je suis une fonceuse. Comme j'étais une tétraplégique incomplète, je pouvais descendre une chaîne de trottoir sans sentir de douleur. Je conduisais. Avec mon mari, on sortait. J'allais magasiner à la frontière américaine. À l'époque de son opération, Claire était employée comme téléphoniste chez Bell. Elle a pu bénéficier de la pension de la compagnie au moment où elle est devenue paralysée, mais elle ne pouvait pas retourner au travail car depuis son domicile à Saint-Hubert, elle avait peur de se retrouver seule coincée dans un banc de neige si elle se rendait au travail. L'importance du bénévolat. Lors de son séjour à l'IRM, Claire a rencontré une fois un employé de la PQ, Association des paraplégiques du Québec, qui est venu lui parler. À cette époque-là, il n'était pas aussi présent qu'aujourd'hui, mentionne-t-elle. Quelques années plus tard, en participant à une assemblée générale de l'organisme, elle a appris qu'il recherchait des bénévoles. Elle a appelé et a été prise pour s'occuper de la réception. Elle a travaillé au bureau de la PQ pendant 2 ans. Je remplissais des formulaires pour des demandes de rendez-vous à mode d'emploi, se rappelle Claire qui a gardé en tête le nom de l'ancien service d'employabilité de l'organisme. Ce que Claire Savage a le plus aimé, c'est utiliser son expérience de conseillère pair à l'IRM et au Centre de réadaptation Lucie Bruno. Walter, note de la rédaction, notre directeur, m'avait demandé si je pouvais aller y faire un tour. J'ai même présenté des clients à Betsa, note de la rédaction, conseillère principale en intégration. J'aimais organiser des cafés-rencontres, des soupers. C'est mon point fort, être là quand quelqu'un explique comment il se sent, affirme Claire, enthousiaste. Les préjugés avaient la vie dure. La sexagénaire se souvient que, dans les années 80, les préjugés sur les personnes en situation de handicap avaient la vie dure. Je venais dans les épiceries la fin de semaine et on me disait
Qu'est-ce que tu fais ici? Viens donc dans la semaine, il y a moins de monde. » Je n'osais même pas répondre tellement j'étais blessée. C'était une insulte, mais je revenais toutes les fins de semaine quand même. Claire raconte une autre anecdote. Les gens me disaient que j'avais beaucoup d'énergie, que c'était le fun que je me maquille, que je sois bien habillée et que je sorte de la maison comme s'ils n'avaient jamais vu ça. Pour Claire, ça n'avait rien d'exceptionnel. Quand elle évoque ce qui se passe aujourd'hui, ses récits sont plus doux. Il y a encore des gens qui s'offrent pour ouvrir la porte. Il y a des portes automatiques, je suis capable de les ouvrir, mais c'est bien gentil de prendre une minute de leur temps pour le faire. C'est pareil à l'épicerie, ils m'aident, ils sont habitués. Une volonté d'aider et de faire avancer la cause. Au fil des années, Claire a gardé de son implication la volonté d'aider les gens autour d'elle. Quand elle le peut, elle donne encore des conseils à Mémo Québec, notamment en défense des droits. Elle s'est beaucoup impliquée dans ce domaine par le passé et a été vice-présidente des femmes handicapées du Québec dans les années 1990 et au début 2000. On allait voir ce qui était accessible ou non et on organisait des activités de sensibilisation. On voulait essayer de faire changer les choses, souligne la militante. Après 52 ans de vie commune avec son mari, Claire s'est mariée à 19 ans pour pouvoir avoir tout de suite des enfants, elle recommence à penser à elle, à ce qui lui fait du bien. Elle reconnaît avoir eu beaucoup de plaisir et que son handicap ne l'a pas empêchée de vivre sa vie. Elle pense recommencer les activités avec Mémo Québec car pour elle, il y a toujours un petit truc qu'on apprend ou qu'on peut donner. L'adepte des loisirs attend aussi les beaux jours pour faire de la voile, voir ses amis sur la rive sud, aller au restaurant ou au cinéma, faire du magasinage. La vie chez sa fille. Claire vit chez sa fille à Saint-Bruno. Elle et son mari, architecte, ont construit une extension avec un grand balcon et une belle vue pour qu'elle puisse aller et venir à sa guise, mais n'est pas à cuisiner, par exemple. « Je me sens rassurée d'être chez ma fille », précise Claire. Elle reçoit tous les matins la visite d'un préposé pour l'aider à s'habiller et 3 soirs par semaine pour sa douche ou son bain. C'était Claire Savage a accordé une grande importance à l'aide et à l'écoute. Un texte d'Aline Vancon-Pernol, paru dans la revue Paraquad, numéro 170, été 2026. GetTransfer.com est active au Québec en toute illégalité. Une enquête de Sébastien Tanguay, parue le 10 juillet 2026 dans Le Devoir. Premier texte, GetTransfer.com, symptôme d'une déréglementation à l'extrême. La déréglementation à l'extrême du taxi au Québec a ouvert la porte à GetTransfer.com et elle continue de faire courir des risques incroyables à la clientèle, laissée à la merci d'une industrie qui a perdu ses garde-fous, estime 2 piliers du taxi au Québec. En matière de sécurité, GetTransfer est une aberration, constate Frédéric Préjean, président et directeur général de Taxelco, la plus grande entreprise de taxi au Québec. Leurs prestataires, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait même pas s'ils sont reconnus. N'importe qui peut s'improviser chauffeur ou chauffeuse, s'enregistrer sous une compagnie dont on ne connaît même pas les contrôles. À son avis, la réforme du transport rémunéré entrée en vigueur en 2020 a libéralisé l'industrie selon un cadre réglementaire strict, mais sans que l'État se dote des moyens nécessaires pour le faire respecter. La réforme du transport rémunéré en quelques points. La loi adoptée en 2020 a essentiellement aboli le système de gestion de l'offre qui organisait jadis l'industrie du taxi. Toute entreprise de transport rémunéré doit désormais s'enregistrer auprès du gouvernement à titre de répartitrice ou de répondante. Les chauffeurs et chauffeuses, peu importe leur affiliation, doivent désormais répondre aux mêmes exigences que celles imposées aux personnes qui conduisent un taxi. Les véhicules utilisés pour le transport de personnes doivent dûment être identifiés et obtenir l'aval de la SAAQ
pour transporter des passagers. La loi oblige toute entreprise de transport rémunérée à tenir un registre de ses courses et à en partager le contenu avec le gouvernement. La déréglementation a eu des effets positifs, c'est-à-dire donner un petit push pour la modernisation de l'industrie, mais ça a aussi amené de grands problèmes, dont une surpopulation du nombre de chauffeurs, poursuit Frédéric Préjean. Il y avait 4 400 véhicules avant l'adoption de la loi, ce qui n'était peut-être pas suffisant. Aujourd'hui, par contre, il y a à peu près 14 000 véhicules taxis à Montréal, plus 22 000 chauffeurs d'Uber. Pendant ce temps-là, le gouvernement n'a pas recruté plus de contrôleurs routiers pour surveiller l'industrie. Vous imaginez à quel point il n'y a plus de contrôle. La clientèle qui utilise des applications comme GetTransfer.com, résume-t-il, monte à bord de véhicules anonymes que la SAAQ n'a pas homologués et qui sont conduits par des personnes qui peuvent s'improviser chauffeurs sans répondre aux exigences de la loi. Leurs coordonnées bancaires et leurs données personnelles, ajoute le PDG de Taxelco, se retrouvent entre les mains d'entités souvent étrangères. Si celles-ci vendent vos informations, vous n'avez aucun recours, note Frédéric Préjean. Le gars est russe, il habite à Chypre. Je ne pense pas qu'il va répondre si vous avez une plainte et que vous demandez un suivi. Ces plateformes posent aussi un risque aux personnes derrière le volant, croit Serge Lebreu, président de l'Association des taxis des régions du Québec, ATRQ. Que les gars travaillent pour une application qui n'a pas de notoriété au Québec, fassent confiance à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et lui confient l'argent issu de leur travail, ça démontre la grande vulnérabilité des chauffeurs, explique M. Lebreu au volant de son taxi de l'enseigne Porlier, présente dans l'Est du Québec. Les gens ont faim, ils empruntent sur leur carte de crédit pour manger. Qui peut les blâmer d'essayer de se faire un peu d'argent avec une entreprise inconnue qui leur permet de bons pourboires? À ses yeux, le gouvernement a donné un coup de pied dans un nid de fourmis avec sa réforme. Il voulait contrôler l'économie au noir dans le taxi, souligne Serge Lebreu, mais depuis l'entrée en vigueur de la loi, c'est un peu n'importe qui s'annonce sur Facebook. Au lieu d'améliorer le contrôle de l'industrie du transport de personnes, ça a eu l'effet inverse. Le ministère du Revenu n'a pas atteint sa cible dans le contrôle du transport illégal. Il contrôle peut-être le taxi, mais il ne contrôle pas ce qui se passe à côté. Le président de l'ARTQ doute de la volonté du gouvernement de remédier à ce qu'il qualifie de « bordel » dans l'industrie du transport rémunéré. Ça fait 5 ans que nous travaillons avec le ministère au Comité national du transport rémunéré, explique Serge Lebreu. Nous en avons apporté des solutions quasiment à coût zéro, mais ça fait 1 an et demi que nous n'avons pas eu de rencontre. Vous écoutez, c'était GetTransfer.com est active au Québec en toute illégalité. Une enquête de Sébastien Tanguay parue le 10 juillet 2026 dans Le Devoir. Deuxième texte, une plateforme de transport illégal laisse des chauffeurs impayés au Québec. Une plateforme internationale de transport, GetTransfer.com, exerce ses activités au Québec en toute illégalité et sans rémunérer plusieurs des chauffeurs qui ont réalisé des courses pour elle. Le taxi est devenu une jungle, déplore l'industrie, et personne ne surveille ce qui se passe. GetTransfer.com, une application qui s'apparente à Uber ou à Lyft, ne brille pas par sa modestie. Le plus grand marketplace de transport au monde, présent dans plus de 180 pays, promet de bons tarifs aux usagers et de généreux pourboires à ses chauffeurs. Gagnez plus d'argent avec nous, indique l'entreprise dans une offre d'emploi alléchante qui a convaincu des milliers de personnes de prendre le volant pour GetTransfer.com dans le monde.
Plusieurs d'entre elles, aujourd'hui, s'en mordent les doigts. Les groupes de chauffeurs qui accusent GetTransfer.com de les avoir floués pullulent sur Facebook et plusieurs se mobilisent pour intenter une action collective contre l'entreprise. De l'Amérique du Sud au Moyen-Orient, des Balkans à l'Europe de l'Ouest, des milliers de chauffeurs accusent l'entreprise de profiter de leurs services et d'empocher l'argent de la clientèle sans rien leur verser en retour. Depuis 2023, nous avons dû conduire au moins 100 dossiers liés à GetTransfer, explique au Devoir l'avocat chypriote Marios Apostoloudis. La très vaste majorité des litiges concernent des courses impayées et se règlent à l'amiable. Les sommes dues réclamées par les plaignants varient de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers d'euros, poursuit Maître Apostolidis. Depuis 2024, l'entreprise éprouve des problèmes de liquidité, observe-t-il. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps il pourra continuer comme ça. Le Québec n'échappe pas à ce que la majorité des chauffeurs qualifient de fraude sur Facebook. Chacun essaie de survivre comme il peut. Derrière le volant de son véhicule, Mohamed Dardari a observé l'industrie du taxi sombrer dans l'anarchie au cours des dernières années. Il n'y a plus aucun contrôle depuis l'adoption de la loi 17 sur le transport rémunéré, se désole cet ancien président de Taxi Coop. La loi aurait pu structurer l'industrie du taxi, mais à la place, tout le monde peut s'improviser chauffeur et chauffeuse. Nous avons rempli les rues et personne ne surveille ce qui se passe. Dans cette jungle, M. Dardari a vu plusieurs collègues devenir des proies au cours des derniers mois. Il y a maintenant un marché noir qui échappe à tout contrôle au Québec, déplore le chauffeur. Les gens qui veulent faire un peu d'argent sont prêts à faire n'importe quoi. Chacun essaie de survivre comme il peut pour arriver à la fin du mois. Le Devoir a parlé à 2 personnes de Québec qui ont fait affaire avec GetTransfer.com au cours de la dernière année et demie. Elles ont accepté de témoigner de manière anonyme puisque toutes 2 travaillent pour des enseignes de taxi qui n'autorisent pas leur personnel à proposer leurs services ailleurs que chez elles. L'entreprise, raconte-t-elle, payait correctement au début, puis la bonne affaire a commencé à dérailler en novembre 2025. Voilà maintenant 9 mois que GetTransfer.com ne les paie plus. Dans un cas, la somme due s'élève à 8 000 $ US, selon un historique des courses consulté par le Devoir. C'est environ 25 % de mes revenus annuels, précise la victime. C'est sans compter ce que j'ai dépensé pour faire ces courses-là. J'ai contacté l'entreprise par courriel parce que c'est impossible de parler à quelqu'un de vive voix, mais c'est toujours la même réponse. Tout doit s'arranger bientôt. Devenir chauffeur sans permis de conduire. Visible à grand renfort de publicité sur les réseaux sociaux, GetTransfer.com assure exercer ses activités en conformité avec les lois locales. Au Québec, pourtant, elle les enfreint toutes. L'entreprise n'a pas, par exemple, jamais demandé, et encore moins obtenu, l'autorisation pour fonctionner en sol québécois. GetTransfer n'est pas connu à la Commission des transports du Québec, CTQ, indique cette dernière par courriel. Ce service de transport rémunéré n'est pas inscrit dans le registre des répartiteurs et n'est pas non plus un répondant. Cette façon de faire constitue une infraction, martèle la SAQ. Offrir ou organiser du transport rémunéré de personnes sans respecter le cadre réglementaire, c'est illégal, assure la Société d'assurance automobile, et toute entité omettant de s'enregistrer à la CTQ ou employant des chauffeurs non qualifiés s'expose à des sanctions maximales de 100 000 $. Il revient aux quelques 350 contrôleurs routiers d'assurer le respect des lois qui encadrent le transport rémunéré au Québec,
mais ceux-ci ne réalisent plus d'opérations de surveillance sur route à l'improviste depuis que le tribunal administratif du travail a décidé de les suspendre au printemps 2025 pour des raisons de sécurité. Quand les contrôleurs reprendront leur patrouille, ils devront porter une arme, mais la SAQ doit, d'ici là, aménager ses locaux et offrir la formation nécessaire pour respecter l'ordonnance. Devenir chauffeur sans vérification. Quiconque peut s'improviser chauffeur ou chauffeuse pour gettransfer.com, peu importe son droit de conduire un véhicule au Canada, l'état de son véhicule ou ses antécédents judiciaires. Le Devoir a pu s'inscrire pour devenir prestataire de l'entreprise sans fournir de permis de conduire ni de certificat d'immatriculation, même si, en théorie, la plateforme exige ces documents. Le journal reçoit plusieurs propositions chaque jour pour transporter la clientèle de gettransfer.com. Établi à Chypre, fondé par un Russe. Le siège social de l'entreprise se situe dans la tour Spiride, un établissement de Nicosie, la capitale chypriote. L'édifice paraît particulièrement prisé par des sociétés de portefeuille russes tombées sous le coup de sanctions internationales après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Selon une recension du Devoir, au moins 20 entités enregistrées dans la cour Spiride, dont certaines associées à des oligarques milliardaires, sont dans le collimateur de Kiev pour leurs liens parfois étroits avec le régime de Vladimir Poutine. C'est dans ce voisinage que KG Global Limited, la société de portefeuille propriétaire de gettransfer.com, a pignon sur rue. L'île de Chypre accueille de nombreuses fortunes russes en raison de son régime fiscal avantageux et de ses lois opaques sur la confidentialité du capital. C'est Alexander Sapov, un Russe domicilié à Limassol, ville du littoral chypriote aussi connue comme Moscou sur la Méditerranée, qui a fondé gettransfer.com en 2018. Sur son site personnel, il vante ses faits d'armes entrepreneuriaux. Il se présente notamment comme un visionnaire qui a révolutionné l'industrie de la mobilité mondiale et affiche les prix et les accolades reçus par gettransfer.com depuis sa création. L'engagement d'Alexander pour la transparence, l'équité et la confiance à l'égard des passagers, mais aussi des chauffeurs qui continuent d'alimenter la croissance de l'entreprise, indique son site web. Le Devoir a présenté une série de questions à gettransfer.com concernant la légalité de ses activités au Québec, en plus de demander à 2 reprises une entrevue avec Alexander Sapov. Les nombreuses tentatives de joindre l'entreprise demeurent, encore à ce jour, lettre morte. C'était gettransfer.com est active au Québec en toute illégalité. Une enquête de Sébastien Tanguay parue le 10 juillet 2026 dans Le Devoir. L'IA, une aide de camp face à l'autisme. Une chronique de Guillaume Kaltenbach, parue le 9 juin 2026 dans Ombre et Lumière. À l'occasion de la récente publication de l'encyclique Magnificat Humanitas par le pape, la réflexion autour de l'intelligence artificielle, IA, a gagné en profondeur. C'est l'occasion pour moi de prendre un peu de recul sur mes pratiques en lien avec le handicap de ma fille. Lorsque j'ai commencé à me servir de l'IA, j'ai d'abord été frappée par les similitudes avec le monde de l'autisme. Les 2 univers ont beaucoup en commun. Peu d'humour, un déficit dans la gestion des émotions, une facilité à fonctionner en bulle loin de tout contact humain. Quand je demande une réponse orale à la machine, j'entends des voix stéréotypées et monotones qu'on repère bien souvent chez les autistes. De son côté, Roxelane répète chaque jour un nombre considérable de fois les mêmes mots ou expressions,
reproduit à merveille les jingles musicaux de la SNCF ou des magasins sans y mettre beaucoup de sens, réitère les mêmes gestes d'affection pendant des mois et des mois. Elle surprend régulièrement ses interlocuteurs en indiquant la date exacte d'une rencontre, d'un anniversaire ou d'un décès. Sa base de connaissances est certes réduite, mais sa mémorisation des détails étonne. L'IA m'est d'une grande aide en tant que parent. J'y trouve un formidable outil de préparation des interminables dossiers administratifs que la situation particulière de Roxelane requiert. Comme un fardeau qui s'allège, je gagne un temps fou lorsqu'il s'agit de rédiger et d'aboutir à des paragraphes dans le style et la longueur attendus. Bien sûr, je fais attention à ne laisser aucun élément permettant d'identifier ma fille, son prénom en particulier. L'IA intervient à mon service comme un aidant parental qui jamais ne s'épuise, jamais ne se plaint. L'IA vient compenser mon manque d'idées et de connaissances face au mystère du cerveau autistique. Combien de fois je me suis retrouvée démunie, ne sachant pas comment occuper Roxelane autrement qu'en jouant au mistigris avec elle. J'ai configuré mon Agent AI de telle sorte qu'il se comporte comme s'il était un expert de premier plan de l'ensemble des bonnes pratiques médicales et éducatives autour de l'autisme. Un as en matière de réglementation autour du handicap, un connaisseur fin de l'ensemble des initiatives existantes répertoriées un peu partout dans le monde. L'IA me fait ainsi trouver un nombre incroyable d'idées dont je peux me servir pour créer des jeux, concevoir des programmes éducatifs, identifier des lieux de visite adaptés à sa situation, mais aussi améliorer mes échanges avec les professionnels qui interviennent autour d'elle. Allant un cran plus loin, j'aménage des interactions encadrées entre Roxelane et l'intelligence artificielle. Encadrées, afin d'éviter les dérives et utilisations potentiellement malveillantes. L'enjeu est avant tout de lui permettre de gagner en autonomie, de l'encourager à poser des questions, ou, plus prosaïquement, de lui donner accès à la météo ou à la musique qu'elle aime, sans nous demander. Ce serait une erreur de tenter de se défausser sur l'IA en mettant partout autour d'elle, à la façon Tour de Babel évoquée par l'encyclique papale. Dans l'autisme, la gestion de la dimension sensorielle reste primordiale, et ce n'est pas l'IA qui va apprendre à Roxelane à supporter le bruit, à mastiquer plus lentement, ni à réfréner ses pulsions agressives quand on la touche. L'outil touche à ses limites. C'est une bonne nouvelle pour moi. L'intelligence artificielle ne va pas me remplacer et je reste encore utile dans mon rôle de père pour l'aider à construire sa vie, façon Néhémie. C'était l'IA, une aide de camp face à l'autisme. Une chronique de Guillaume Kaltenbach, parue le 9 juin 2026 dans Ombre et Lumière.